Je descends à la prochaine. La chronique de Gilles Simon. Le festival d'Angoulême est pour tous les amateurs de bande dessinée et pour toute la profession un moment important de la saison. Cette année, il a été particulièrement marquant en raison des diverses polémiques violentes qu'il a suscitées. Il y eut d'abord les tergiversations habituelles sur la sélection officielle, dont je vous avais parlé, d'ailleurs pour neutraliser un certain nombre, car elles étaient souvent injustes ou infondées. Il y eut ensuite la liste des nominations pour le Grand Prix, qui ne comportait que des noms d'hommes et qui déclencha la polémique sur le sexisme du festival, suivi d'un grand cafouillage dans le mode de désignation du Grand Prix. J'y ai consacré une chronique. Il y eut enfin le couac monumental de la cérémonie de remise des prix, avec ce sketch de 9 minutes, tout à fait déplacé, de l'attribution de faux fauves à de vrais nommés. J'en parlais la semaine dernière, dans la première partie de mon bilan de ce 43e festival. Ces grandes polémiques ont été si mal gérées par l'organisateur, aussi bien techniquement que diplomatiquement, et pire encore en termes de communication, qu'elles ont focalisé toute l'attention des festivaliers comme des médias. Ces dernières années, il était impossible, interdit, tabou, d'apporter la moindre nuance critique dans le concert de louanges obligé sur le festival. Des journalistes, importants, ont même subi des pressions, voire ont été blacklistés, c'est-à-dire interdits d'accréditation, parce qu'ils étaient jugés insuffisamment tendres avec le festival et son patron. Si bien que cette année, du fait de l'énormité des scandales, les langues se sont déliées et les critiques ont fusé, notamment de la part des auteurs, qui, dans l'élan de leur mouvement revendicatif plus que légitime, ont libéré leurs paroles et osé dire ce qu'il en est de la façon dont ils sont traités. Il y eut les déclarations tonitruantes de Florence Sestac, qui déclara, je cite, « Le directeur du festival d'Angoulême est un crétin total. Le festival est devenu une foire à dédicaces, un business qui n'a plus rien de culturel. Les organisateurs du festival ne connaissent pas leur sujet. » Il y eut aussi la lettre ouverte d'Antoine Ozanam, qui interpellait le délégué général Franck Bondou dans ces termes. Vous voyez, il y a quelques années, quand nous lisions dans la presse que cela se passait mal entre la Cité de la bande dessinée et le FIBD, ou entre la mairie et le FIBD, ou entre gens du FIBD, j'avais la naïveté de penser qu'il s'agissait d'une guerre d'ego. Vous nous avez prouvé que vous vous débrouillez très bien tout seul pour foutre la merde. Et à la limite, je pourrais ne pas vous en vouloir. Sauf que je suis auteur et angoumoisin. Et que chacun des deux vous en veut de tant de maladresse. En tant qu'auteur, je vous en veux d'avoir fait pourrir ce festival. Un festival qui ne ressemble plus à rien. Car il vous faut savoir aussi que les auteurs ne viennent plus par plaisir. En tant qu'angoumoisin, mon amertume est encore plus grande. Car quand j'entends mes camarades et mes éditeurs parler de ma ville comme d'une douleur, cela me blesse. Je vois bien aussi le mal économique que cela représentera quand toute la profession mettra à exécution la menace de boycott du festival. Alors Angoulême perdra de sa splendeur. Est-ce parce que vous êtes une entreprise parisienne que vous vous en fichez? Est-ce parce que vous pensez ne pas être reconduit dans vos fonctions que vous pratiquez la méthode de la terre brûlée? Avec vos divers agissements, vos multiples couacs, vous avez fatigué tout le monde. Les angoumoisins, les auteurs et les éditeurs. Si le festival venait à mourir, dans un premier temps, personne ne retrouverait rien à redire. Chacun serait trop content de ne plus être la risée du monde. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y vois un immense gâchis. Fin de citation. Il y eut la lettre ouverte d'Éric Ventiez, ensuite, qui interpelle lui aussi Franck Bondou. Ça commence bien pourtant, puisqu'il lui donne du cher monsieur Bondou. Mais il poursuit sur un autre ton. Je cite. « Je me permets ce cher, qui pourrait paraître un peu familier, mais qui est utilisé au sens de coûteux, car, étant angoumoisin, je suis bien conscient de ce que je dépense pour vous. » Avant de dire le plaisir qu'il a eu à retrouver ses amis auteurs pendant le festival, mais de nuancer aussitôt en précisant, je cite, « Mais il restera également pour moi comme un des pires festivals que j'ai vécu, et j'en fais un bon paquet chaque année. Et ce mauvais souvenir, monsieur Bondou, c'est à vous que je le devrais. Oui, oui, à vous, parce que bien qu'on ne se connaisse pas, vous m'avez pas mal méprisé et humilié depuis quelque temps. Vous avez humilié des auteurs, et ce faisant, vous avez humilié tous les auteurs. Votre humour si fin,
même dans ce monde infantile et un peu crétin de la BD, ne pouvait pas passer. Il se trouve de plus que nous sommes un peu sous pression en ce moment. Mais vous n'êtes sans doute pas vraiment au courant. Et même si vous l'êtes, vous devez vous en foutre royalement. Car vous n'en avez rien à faire de nous. Le FIBD est un festival que les auteurs n'aiment pas, en général. Cette librairie géante, cette foire aux bouquins ne les amuse pas. Alors que certains éditeurs parlent de ne plus revenir, nous pourrions décider d'en faire autant. Parce que le mépris et l'humiliation, on en a un peu marre, voyez-vous. Si c'était le cas, l'année prochaine, vous pourriez faire votre festival tranquillement, entre vous, sans éditeur et sans auteur. Et sans subvention aussi, pourquoi pas. Fin de citation. Il y eut encore la lettre ouverte de Tarek, qui raconte par le menu ses expériences successives en tant qu'auteur puis éditeur indépendant, toutes plus désastreuses les unes que les autres, en raison de la méconnaissance profonde de la bande dessinée par les responsables du festival et leur mépris affiché pour les auteurs, avant de conclure, je cite, « Le FIBD aurait dû être la grande messe de la bande dessinée, un lieu de rencontre, de débat et d'affaires, pour les auteurs aussi. Mais c'est avant tout un supermarché de la BD, avec une remise de prix que l'on attribue aux copains, et à une BD qui ne représente trop souvent qu'une infime partie du public. Il est temps de construire autre chose. Les auteurs ont des idées. Je pense qu'une partie du public et des partenaires publics seraient prêts à nous soutenir si nous montrons un front uni. » Fin de citation. Et puis, il y eut les tweets et posts assassins de nombreux auteurs, de Boulet à Lewis Trondheim, en passant par Johannes Farr et des centaines d'autres, où l'on vit même se répandre assez largement le hashtag Bondou d'émission. Il y eut enfin les interviews d'éditeurs, furieux, qui, comme le directeur d'Urban Comics Paul Scorteccia, réclamaient de véritables excuses. Qui, comme le directeur du pôle image du groupe Média Participation François Pernaut, menaçait de ne plus venir. Ou qui, comme le directeur éditorial de Komiku Sam Swiggy, invitait Franck Bondou à démissionner. Quant à la presse, elle relaya bien évidemment cette tempête. C'était tellement nouveau et tellement éclatant après plusieurs années de saturation de la cocotte minute que c'était la véritable information. Quand un TGV a déraillé, on ne parle guère des trains à l'heure. Du coup, les véritables prix ont été occultés par l'affaire des faux fauves et les rencontres et expositions ont été moins couverts que d'ordinaire. Alors, ne tombons pas dans ce travers et parlons des expositions. Le gros morceau était, comme toujours, l'exposition présentée au musée de la bande dessinée. À l'occasion du 70e anniversaire de Lucky Luke, l'art de Maurice y était mis en lumière à travers 150 planches originales des aventures du cow-boy solitaire, événement sans précédent. Maurice, très jaloux de son œuvre, ne vendait ni ne donnait ses planches originales, qui sont toutes conservées dans le coffre d'une banque à Bruxelles. La difficulté, pour les commissaires de l'exposition, ne fut donc pas de les repérer et de les réunir, comme c'est le cas pour les expositions d'habitude, mais seulement de faire le tri parmi des milliers pour n'en retenir que 150. On trouvait dans leur choix la confirmation, si c'était encore nécessaire, que Maurice était un grand dessinateur. Le visiteur averti et connaisseur pouvait repérer l'influence de Disney et des techniques héritées de l'animation sur les débuts de Maurice. Il pouvait admirer les prodiges de découpage apportés par Goscinny quand il prit en charge le scénario de la série. On regrettera seulement que l'exposition n'explique pas tout cela aux visiteurs néophytes, tout comme elle ne contextualise pas l'œuvre et ses références, ni ne met en perspective son évolution. Saluons en revanche le parcours préparé à l'intention des enfants, qui est une belle réussite. Je me souviens de l'éblouissement que fut l'exposition Pratt au Grand Palais en 1986. Il y eut depuis quelques ventes aux enchères, l'exposition de la Pinacothèque de Paris, puis au musée Hergé de Louvain-la-Neuve l'an dernier, qui était reprise à Angoulême cette année. Ce fut une grande émotion de retrouver des pièces remarquables, notamment de superbes aquarelles, et aussi une grande tristesse de voir des pans de l'œuvre disparaître inexorablement. Par exemple, dans la planche mythique montrant Cortot enseveli sous un éboulement de pierre, que tous les lecteurs de Pratt ont en mémoire, les masses d'ombre à l'encre de Chine sont intactes, mais les traits, imprudemment tracés au feutre fin, s'évanouissent. On ne saura assez mettre en garde les dessinateurs contre les outrages du temps sur des outils comme le feutre, le Tipex, le scotch. Troisième exposition notable, celle du groupe d'artistes allemands Interduck, qui donnait à voir de nombreux détournements d'œuvres d'art mettant en scène des Donald et des Daisy,
C'était un moment particulièrement ludique. Installée au premier étage du musée des Beaux-Arts d'Angoulême, l'exposition se prolongeait par la dissémination de pastiches palmipèdes dans les autres salles du musée, au travers des collections archéologiques, ethnographiques et de beaux-arts. Une vraie chasse au trésor pour le visiteur. Dans le pavillon Asie, il ne fallait pas manquer l'exposition consacrée au dessinateur hongkongais Lee Chi-tak, un grand inventeur de monde, héritier de Möbius et d'Otomo. C'était une exposition bricolée et cheap, ne rendant pas vraiment justice à une œuvre qui reste à découvrir. L'exposition Jean-Christophe Menu, à l'hôtel Saint-Simon, était entièrement conçue par l'auteur et éditeur, cofondateur de l'association, et aujourd'hui chevalier de l'Apocalypse, sa maison d'édition à la ligne éditoriale audacieuse, ambitieuse et radicale. Il en résultait une auto-hagiographie presque embarrassante, mais une fois passé ce petit malaise, on savourait les cartels autographes à l'encre rouge qui guidaient le visiteur parmi une sélection pléthorique de planches originales et autres documents. J'ai particulièrement apprécié celui auquel on peut facilement s'identifier, qui dit « Évidemment, quand on donne tout, on s'en prend un peu plein la gueule, mais c'est pas pour ça que c'est normal. » Le grand regret de ce festival fut l'absence d'expositions rétrospectives consacrées au Grand Prix de l'an passé, comme le festival a coutume de le faire. Il y eut bien une petite exposition d'hommage à Akira, dessinée par divers artistes, sans originalité et sans grand intérêt, mais pas d'exposition Otomo, pour des raisons qui n'ont pas été données, laissant libre cours à des rumeurs peu flatteuses pour le festival. En revanche, l'artiste fit un beau cadeau au public, une rencontre de 2 heures au théâtre d'Angoulême, au cours de laquelle, seul en scène avec son interprète, il parcourut son œuvre en un one-man show bien mené. Enfin, quand je dis qu'il fit ce cadeau, ce ne fut pas vécu ainsi par le public, qui dut s'acquitter d'un droit d'entrée conséquent, qui venait s'ajouter au prix déjà élevé de son pass de festivalier. Si vous n'avez pu assister à cet événement, vous pouvez encore le visionner sur YouTube, car le festival l'a intégralement filmé. Pour conclure ce bilan, il faut dire qu'il y avait des réussites dans ce festival, qui ont été sans doute trop peu soulignées. La toujours efficace implantation en ville d'un gigantesque barnum de chapiteaux géants et bien équipés, la bonne répartition d'une signalétique éprouvée et visible, une communication bien rodée sur les réseaux sociaux et sur Internet, avec notamment une foule de petites vidéos plaisantes. Mais ce sont essentiellement des réussites dues à la routine. Pas de véritable innovation, pas de parti pris de programmation audacieux, pas de prise de risque, si l'on accepte la catastrophe finale. Et si l'on veut être honnête jusqu'au bout, on ajoutera que cette catastrophe a sauvé cette édition de beaucoup d'autres griefs qui lui auraient été faits sans cela et qui ont ainsi été totalement occultés. Alors certes, les chapiteaux étaient bien montés et la moquette bien posée. Encore heureux à la 43e édition et au prix que ça coûte. Mais si l'on doit juger cette organisation à son savoir-faire logistique, alors pourquoi ne pas séparer les choses et laisser cette tâche à un loueur de stand, trouver quelqu'un qui saura attirer les sponsors et surtout les conserver car l'hémorragie est inquiétante, et enfin confier la ligne éditoriale, la programmation et la communication à des professionnels compétents. Des professionnels dont la connaissance de la bande dessinée évitera de froisser 2 grands maîtres du manga coup sur coup. Taniguchi l'an dernier avec une exposition indigne de son immense talent, Otomo cette année qui ne fut même pas honoré lors de la cérémonie de clôture. Des professionnels qui éviteront de mettre en colère toute la profession, de lasser les festivaliers et de voir la fréquentation s'éroder d'année en année. Dans un article dézinguant le festival sans ménagement, le prestigieux Washington Post diagnostique qu'il lui faut une sérieuse réforme. C'est certain. Et cette remise en question doit passer par la libération de la parole critique. L'autosatisfaction arrogante affichée par l'organisateur à l'issue d'une édition secouée par autant de couacs n'est d'aucune utilité pour construire le renouveau d'une manifestation à bout de souffle, pour plusieurs raisons. Une manifestation qui a pris beaucoup de retard ces 10 dernières années et a même raté des trains. Celui du manga, ouvrant un boulevard à Japan Expo, celui des blogs et de la révolution numérique, et même celui de la BD alternative. Une manifestation qui n'a pas pris la mesure de la féminisation de la profession ou de la situation de plus en plus précaire des auteurs. Une manifestation qui n'a pas su inventer de nouvelles formes de médiation. Les concerts de dessin, dernière invention, d'ailleurs du ASEP, datent de 2005. Un festival qui n'a pas su sortir de la mécanique bien huilée des expositions monographiques pour mettre des sujets en perspective, poser un regard transversal sur la bande dessinée, dans son époque ou parmi les arts. Une foire qui continue d'irriter par l'opacité de gestion de son prestataire, par le flou artistique le plus total sur les chiffres de fréquentation, ou par son manque de considération pour les forces vives locales,
et plus largement pour la population angoumoisine. Mais l'organisateur actuel saura-t-il établir le dialogue, être à l'écoute des critiques et en tenir compte pour relancer la machine ? Ou restera-t-il arc-bouté sur ses acquis au risque de tout perdre ? Le feuilleton n'est pas terminé. Bon, moi je descends à la prochaine. Mais je descends qui à la prochaine ? De nous coller les pieds nickelés.